Voilà, nous reprenons donc notre session et nous avons le plaisir d'accueillir notre ami et collègue de l'Agence universitaire de la francophonie, Mona Laroussi, qui dirige l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et des formations à distance, IFIC. Elle va nous parler des vecteurs du développement de la pédagogie numérique dans les établissements universitaires, en France, certes, mais surtout en francophonie. Le siège de l'IFIC est à Tunis et elle a une grande responsabilité, en particulier dans les programmes de transformation numérique des corps enseignants dans les pays francophones, en particulier d'Afrique et de bien d'autres pays. Merci, Mona. Merci Albert Claude. Bonjour tout le monde. Donc voilà, de toute façon je suis enseignante, donc généralement la voix de l'enseignant est porte. Donc je vais parler de la formation des formateurs et le programme transfert. Je n'ai pas oublié le T, le transfert c'est santé. Donc je vais présenter un peu l'IFIC rapidement, bien que Albert Claude l'a fait. Je parlerai du programme transfert et je donnerai quelques exemples de pédagogie innovante qu'on applique au sein de l'IFIC pour l'agence. C'est quoi l'IFIC? Donc l'Agence universitaire de la francophonie est une association de 817 universités membres réparties dans 106 pays. Nous sommes 400 employés répartis sur l'ensemble de nos implantations. Nous avons 39 campus numériques francophones dans l'ensemble des pays francophones à peu près. Et puis, nous sommes 400 employés à peu près. Et nous avons 5 instituts. Un de ces instituts-là, c'est l'IFIC. Donc l'IFIC, comme il a dit tout à l'heure Albert Claude, c'est l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance. L'IFIC, qu'est-ce qu'on fait à l'IFIC? On fait plein de choses. Je ne vais pas trop vous assommer. Il y a ific.aef.org. On est très présent sur les réseaux sociaux. On a des jeunes de 22-23 ans qui font ça très très bien. Et donc on fait des recherches et partenariats, tout ce qui est programmes de recherche, des réseaux de recherche, des programmes pour doctorants, des programmes pour docteurs, une consolidation, des ateliers de rédaction scientifique. Nous avons aussi tout ce qui est conseil expertise pour la mise en place de politiques numériques et à la fin, nous faisons tout ce qui est formation de formateurs, sensibilisation et innovation pédagogique. Donc, je vais commencer par le programme Transfert. Transfert, c'est un programme qui a commencé en 1996. Transfert, c'est transférer le savoir francophone en éducation, recherche par les TIC et les TIS. Nous n'avons pas eu une historique de 1996 à 2004, mais je peux vous donner de 2004 à 2015. Nous avons organisé 2000 sessions de formation à travers l'ensemble des universités francophones. Sur ces 2000 sessions de formation, il y a eu 25 000 participants et nous avons 200 encadrants. Le programme était articulé autour d'ateliers de formation, une plateforme logistique qui gérait toute la formation, un référentiel de capacité et de compétences, un passeport TIC. Le passeport, il était là. C'était vraiment un vrai passeport. Et puis, des certifications. Donc, à chaque fois qu'une formation finissait, on avait un passeport rouge, comme le passeport français, où on imprimait le visa de la compétence acquise par rapport à cette session de formation qu'on collait au niveau du passeport. Et ça faisait plaisir à tous ceux qui étaient dans les formations. De 1996 à 2006, c'est un programme de 20 ans. On a fait beaucoup de choses. On a eu une démocratisation des TICE dans l'ensemble des universités francophones. Il y a beaucoup de personnes qui ont été formées, beaucoup de personnes qui sont devenues formateurs. Donc on a de nouveaux formateurs. Les formateurs ne venaient plus du nord vers le sud, mais on avait aussi formé des enseignants dans le sud qui allaient aussi dans d'autres pays. Donc il y avait un très bon échange. On a constitué un réseau de formateurs intéressant. On a aussi inculqué et mis en place de nouveaux usages. Donc les gens venaient avec leur support de cours sur papier pour le transformer en numérique. Ils venaient pour apprendre comment utiliser Moodle et comment faire du tutorat, etc. Et puis on a eu, grâce à ça, de nouvelles ressources pédagogiques qui ont été développées. Mais le problème, c'était que le référentiel de compétences était obsolète. On travaille dans l'éthique et l'éthique, donc c'est très rapidement dépassé. Et surtout en PDF. Je plaisante, mais on dit en PDF parce que c'était une feuille A0 comme une carte du monde. Et on déroulait toute la carte pour retrouver à la fin comment monter une souris, enfin une des compétences.
Enfin, autant dire que le référentiel était un peu obsolète. Et puis, les formations ne sont pas très adaptées, parce que c'était des formations de 5 jours. On bloquait les enseignants en présentiel pendant 5 jours. Ce n'était pas très facile, ni par rapport au contexte, ni par rapport à ce qu'on apprend. Donc, on a bien compris. Donc, c'était un référentiel obsolète qu'il fallait les mettre à jour et surtout qu'il fallait travailler avec des nouvelles compétences. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a commencé par mettre à jour le référentiel. On a également travaillé sur un outil interactif pour la consultation, plus de PDF. On a travaillé sur des nouveaux parcours de formation, des formations des référents transfert, et je reviendrai là-dessus après, et après lancement de nouvelles formations pilotes et un outil de scénarisation. Je reviendrai tout ça dans les détails. Donc on a gardé un peu les mêmes ingrédients, des ressources pédagogiques, une nouvelle plateforme logistique à l'ère du temps, un référentiel de compétences, un e-portfolio en ligne, des certifications reconnues et puis des outils de conception. Et donc là, en parlant de certification, pour ne pas oublier, on a travaillé sur des certifications existantes, donc style LPI et de Linux, etc. Et on a ajouté d'autres certifications dont on avait besoin pour nos formations à distance, qui étaient la formation au tutorat, la certification au tutorat et la certification, ce qu'on appelait nous quad, c'est les coordinateurs pédagogiques des formations à distance. Et donc, on a fait un référentiel qui était destiné à un responsable de formation pédagogique, à un responsable de ressources humaines qui voulait mettre à jour les compétences de son personnel, à des étudiants ou carrément à des formateurs. Et on a divisé le référentiel de sorte qu'on identifie un défi, former 8 enseignants aux technologies de l'information et de la communication. Ces défis sont interprétés sous forme de mission. Et puis, à chaque mission, on associe des activités qui sont déduites des profils métiers, coordinateurs pédagogiques, tuteurs en ligne, système d'information. Et on divisait les compétences en savoir-être, savoir-faire et des savoirs. Et puis, à partir des compétences identifiées, on créait des ateliers. Donc, l'idée était, pour ne pas revenir assez transparent, était d'identifier les besoins, associer les besoins à des compétences et associer des ressources à des compétences. Sauf qu'on se retrouvait avec des compétences qui pouvaient être des ressources éducatives libres et qu'on ne savait pas comment monter des ressources éducatives à partir de ressources dispersées, un scénario pédagogique pour un atelier. Et c'est là où on a pensé je vais rapidement là-dessus, c'est là où on a pensé à un outil de conception qui travaille avec l'université de Compiègne, qui s'appelle Bazar, si vous voulez. Et cet outil de scénarisation reprenait les ressources pédagogiques, concevait le parcours pédagogique avec 2 vues, une vue formateur et une vue apprenant. Et on pouvait travailler sur les différentes modalités, comme le temps, la modalité synchrone, asynchrone, etc. Donc tout ce qui est autour d'un scénario pédagogique, la durée de l'activité, mode synchrone, collaboratif, individuel. Et donc on arrivait avec ça à avoir un scénario avec des consignes, des ressources et des compléments et des ressources complémentaires. Les 2 formats de sortie qu'on avait, on avait sortie formateur et apprenant, mais on avait aussi des sorties ODT, des sorties HTML et IMSCC. Et puis voilà un peu une vue de cet outil-là, mais que vous pouvez aussi consulter sur nos pages. Pour ne pas un peu passer rapidement, pour ne pas avoir l'outil, la page PDF grande pour consulter les référentiels de compétences, on a mis en place un outil interactif qui est consultable sur notre site où vous pouvez créer vos compétences en partant de chantiers, de compétences ou de défis et créer les compétences qui sont associées. Donc voilà un peu une vue de cet outil que nous avons mis en place. Une fois qu'on a mis en place les référentiels, les besoins et puis également les ateliers, nous nous sommes posé la question, quels sont les premiers outils, les premiers ateliers que nous devons créer. Et donc là, on a mené une enquête auprès de 800 universités membres, enfin auprès de nos universités membres, auprès d'enseignants. Cette enquête a montré que le besoin qu'ils voulaient par rapport à ces formations, c'était plutôt des formations en numérique éducatif,
Il y avait aussi des formations au système d'information, tout ce qui est Linux, gestion des ateliers, mise en place du réseau, etc. Et une partie qui voulait des formations, LaTeX, rédaction scientifique, donc recherche. À partir de cette enquête, on a développé de nouveaux parcours. Donc, un peu, ça rejoint un peu ce qui a été dit aujourd'hui au début de l'après-midi. Il y avait on a conçu des ateliers comme la classe inversée, comment mettre en place une classe inversée. On a fait deux parties, la partie théorique et la partie en utilisant Moodle. On a aussi fait un atelier sur les jeux sérieux. Puis voilà un peu l'ensemble des ateliers. Donc on n'a oublié personne. On a fait des ateliers sur la cybersécurité, des tutorats à distance et tout le reste. Ça, c'était des ateliers qui sont classiques et qui sont développés sous forme de distance, présence, etc. Et puis on a fait aussi un atelier sur l'indexation des ressources pédagogiques. Donc finalement, pour ne pas trop traîner, le transfert de 2.0, c'est un référentiel de compétences en ligne, interactif, ouvert et extensible. C'est que si vous consultez notre référentiel de compétences et vous remarquez qu'il y a une compétence qui manque, on peut toujours l'ajouter. Et on est parti sur des parcours standards, donc un ensemble de parcours standards, mais on peut aussi innovants, mais aussi on peut avoir des parcours sur mesure, flexibles, adaptables et créés à la volée. On a travaillé sur des compétences acquises partageables à la demande, et je vous explique ça. C'est qu'on a remarqué que les gens aiment bien parler. J'ai suivi telle formation, donc on s'est dit on va les faire parler. Donc à partir, quand il termine une formation, il peut partager par un petit bouton la compétence qu'il a acquise sur LinkedIn ou carrément sur sa page Facebook ou sur son petit CV directement en entrée libre. Donc c'est des compétences qui sont partageables à la demande. Et puis on a travaillé sur des parcours composés de ressources éducatives libres. Donc, à partir de ressources éducatives libres, Albert Claude avait mentionné ça ce matin, on a mis en place, et avec l'Agence universitaire de la francophonie, et puis Albert Claude, et puis d'autres personnes, là, dernièrement, un métaportail ID9, qui est un métaportail de ressources éducatives libres, qui se base en grande partie sur les UNT, qu'on nous remercions, puis on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Donc, voilà. Et puis, il y avait un ensemble de ressources qui vient des pays du Sud. Donc on a essayé de pousser par les avoirs, parce qu'au début on avait un écart de 1%, après on est arrivé à 10% à la fin. Donc on a plus de 40 000 ressources provenant de 20 pays. Le projet n'est pas en stagnation, bien qu'on a des événements phares où tout le monde en parle et les médias. Maintenant, le projet est dans sa partie technique. Donc, nous sommes en train d'indexer les ressources pour les gens qui ne peuvent pas le faire. Nous sommes également en train de former les documentalistes des CNF pour qu'ils arrivent à indexer les ressources des enseignants de leurs universités. Et puis, nous sommes en train aussi de perfectionner le développement pour aboutir à un système sans bug. Voilà, si possible. Donc voilà un peu pour l'ID9. Donc à partir sur l'ID9, nous avons mis en place un ensemble de services associés. Donc tout ce qui est formation à la production et indexation de ressources pédagogiques libres. On a mis aussi en place des formations pour le déploiement du numérique. Je suis enseignant ou je suis décideur comment je peux faire pour déployer le numérique. Et également, nous avons mis en place, puisqu'on voulait parler de certification, en parallèle, on avait deux MOOC avec Cergy, l'université de Cergy, le MOOC CertiSup et CertiScol, qui certifiaient les compétences en TIC et en TICE pour les enseignants du secondaire et du primaire pour le CertiScol et pour les enseignants universitaires pour le CertiSup. Et puis on avait dit qu'on ne va pas travailler que sur la partie technique, il faut aussi travailler la partie pédagogique. Donc on a aussi un autre MOOC qui est Apprendre et faire apprendre, AFA, où on travaille vraiment sur les méthodologies pédagogiques et les méthodologies d'apprentissage. Donc le MOOC AFA est en cours, il nous a causé plein de problèmes parce que d'un coup on avait eu 8 996 apprenants et 5 000 qui se sont connectés en même temps un lundi matin, donc tout est arrêté. Et tous les téléphones ont sonné, et puis les mails, et bon, voilà, donc ça c'était il y a 3 semaines. Mais c'est un MOOC, mais si je revois les choses de l'autre côté, c'est un MOOC à succès, donc je suis contente pour ça, en oubliant les problèmes techniques. Voilà, j'ai parlé au début qu'on faisait de la formation des formateurs, mais on fait aussi de la sensibilisation. Donc voilà un peu ce qu'on fait pour la sensibilisation. On organise à peu près tous les 15 jours, tous les mois, ce qu'on appelle les webinaires, des séminaires sur le net. Et donc, c'est des thématiques diverses et variées, des thématiques de base et des thématiques très développées, parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire que pour les parcours de formation, c'est que nous, on est atypique, on ne peut pas partir pour faire que des classes inversées, des jeux sérieux. On est aussi obligé de faire des formations de base
comment créer une ressource pédagogique. On est aussi obligé de faire comment tutorer, comment mettre des ressources sur Moodle. Donc nous, on brasse un public très hétérogène. Donc également, ça on le retrouve aussi dans les webinaires. On fait des webinaires de démocratisation à l'accès à l'information. Qu'est-ce qu'un MOOC ? Qu'est-ce qu'une classe inversée? Mais on fait aussi des webinaires très poussés en termes de recherche, comment faire un parcours personnalisé en tenant compte des traces, par exemple. Et donc là, on a à peu près 30 webinaires en 2016, et puis on a un moyen de visionnage de 2400 par MOOC en moyenne. Il y a des MOOC qui dépassent les 10 000 et il y a des MOOC qui ne dépassent pas les 1000. Donc en gros, on a 2400 visionnages par MOOC, voilà. Et ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'IFIC. Nous organisons également ce qu'on appelle des barcamps, c'est des non-conférences, des journées où tout le monde parle et qu'il y a un animateur qui gère la discussion. Nous avons organisé 11 barcamps jusqu'à là en 2016 avec un barcamp phare pour l'ID9, c'est comment utiliser les ressources éducatives libres dans un cursus établi. Et donc là, on a à peu près 280 participants avec 18 formateurs. Nous organisons également ce qu'on appelle des TED, et on appelait TEDx. C'est des TEDx de parcours de pédagogie innovante, comment faire de la pédagogie innovante. C'est des retours d'expérience, c'est des personnes qui parlent. Il y a beaucoup d'interactions avec la salle, il y a beaucoup de votes. C'est très demandé. Et puis le prochain se déroulera à Rabat, le 26 novembre. Et puis, voilà, pour ne pas vous encombrer encore plus, nous avons mis en place un catalogue de formation, un catalogue d'offres de services sur le site de l'IFIC, un catalogue entièrement automatisé. Donc, vous pouvez revoir ce qu'il y a et puis tout le processus qui se déroule de façon à ce que nous, on a la demande, on répond directement et on essaiera de répondre à votre besoin dans les plus brefs délais. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mona. Alors, nous ouvrirons les questions après les différents intervenants de cette partie de la soirée. Merci. Il y aura beaucoup de contributions, je pense, inter-AUF et UNT qui pourraient être imaginées parce que toutes ces productions pour la formation des enseignants sont susceptibles d'intéresser les publics français, pas seulement d'Afrique subsaharienne.